21e vidéo déjà de ce grand cours, Philosophie en 3D, désir, droit, devoir. Où en sommes-nous? Nous en sommes d'abord le plan, la seconde partie qui concerne plus spécifiquement le devoir. La deuxième partie, le grand 1, le devoir moral est un absolu indépendant de mes désirs, et nous en sommes au petit 2. Pourquoi le mal existe-t-il dans les cadres de la pensée et du système de Kant? Avant de donner les thèses explicatives de Kant, pourquoi l'homme choisit-il le mal plutôt que de faire le bien, un rappel qui me semble vraiment très important, c'est bien sûr la loi morale qui est en nous, que Kant énonce par un impératif catégorique. Qu'y a-t-il d'important là-dedans? Kant précise que un enfant de 7 ans, c'est-à-dire dès qu'un être humain est doué de raison, il voit immédiatement, lorsqu'il a un acte à effectuer où les enjeux sont le bien ou le mal, et bien cet enfant de 7 ans, grâce à sa raison, voit immédiatement ce qu'est le bien. Donc c'est important parce que cette visée, cette vision du bien, elle est une donnée de la raison. Et ce principe cette idée de donnée est très importante chez Kant. Voilà. C'est de l'innéisme, oui, potentiel. Si la raison se déclare en un être humain, alors elle va trouver quelque chose qui lui est donné, des idées, et là, en l'occurrence, une certaine vision de ce qu'est le bien. Voilà. Alors, pourquoi l'homme commet-il le mal? Peut-être un exemple. Un roman, un récit, je vous le mets ici, Truman Capote en français, en américain Truman Capote, de sang-froid. Je vous donne tout de suite le sous-titre, vous comprendrez. Récit véridique d'un meurtre multiple et de ses conséquences. Capote, grand écrivain, s'approprie un fait divers, il veut comprendre pourquoi de jeunes gens un peu paumés, mais qui ne sont pas forcément des voyous, des malfrats, vont commettre des meurtres. Ils vont pénétrer de nuit dans une maison, ils vont massacrer toute la famille, à la recherche d'un éventuel coffre-fort qu'ils ne trouveront jamais, et donc ils vont massacrer toute une famille pour de sang-froid, pour quelques dollars. Voilà. Peut-être pas, enfin voilà, c'est très bien que vous connaissiez ce récit. Mais bon, voici un exemple, mais je veux dire, c'est pas du tout un livre de comédie, un livre joyeux. Non, c'est un livre radicalement sur le mal. Alors, la morale kantienne est pessimiste dans la mesure où Kant pense que personne, ou très très peu de personnes, peut commettre un acte moralement bon, un acte qui fasse du bien. Cette thèse très pessimiste est fondée par la radicalité de la définition de la moralité comme pureté absolue de la volonté. Ça signifie que, pour Kant, dès qu'une action peut être soupçonnée d'être exécutée en vue d'un intérêt, d'un moindre intérêt, d'un avantage que la personne tirerait de cette action, un intérêt donc secondaire, eh bien cette action, son acte, ne saurait être considéré comme un acte moral. Le quotidien, au quotidien, et nous sommes chacun concerné, chacun et chacune au quotidien. Ce quotidien portera toujours donc la marque d'une infranchissable distance entre l'intérêt, et encore une fois si infime qu'il soit, et la pureté non empirique du devoir, telle que me montre cette loi morale qui est pour moi. Et donc, c'est dans cette distance nécessaire, où chacun peut ressentir cela finalement, que lorsque j'ai un choix moral à accomplir,
Je vois à la fois ce que serait l'acte absolument désintéressé, l'acte moral pur, et puis également, et encore une fois, le moindre petit intérêt que je peux escompter lorsque je vais passer à l'acte. Et c'est donc dans cette distance qu'apparaît en tout être humain chez Kant le mal, un mal radical. Ce mal radical, qui se trouve aux racines même de notre être, ce mal radical est pensé comme nécessaire. Il doit être admis car sans lui, on ne pourrait imputer aucune moralité, aucune exigence morale au sujet humain. En effet, si on y réfléchit, pour que la morale soit possible, il faut que le mal le soit aussi. C'est donc le sujet humain qui choisit librement le bien plutôt que le mal, ce qui est rare, mais c'est également le sujet humain qui choisit librement le mal plutôt que le bien. Le bien chez Kant, ce n'est pas il n'est que cela, la conséquence de l'application de l'impératif catégorique. Et il n'est pas une valeur en soi comme chez Platon, par exemple. Chez Kant, je vois le meilleur, la loi morale, qui me dicte quel serait mon devoir, mais je fais le mal. Je choisis le mal. La chair est faible, dit Kant, il y a ici une certaine forme d'influence des épîtres de saint Paul sur Kant. Là apparaît donc une opposition très claire entre Platon et Kant. Petit rappel, chez Platon, la cause explicative première du mal, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est la cause de tous les maux. Changement radical chez Kant, n'est-ce pas ? Le mal est un acte effectué toujours librement parce que le sujet humain a toujours le choix. Pourquoi a-t-il le choix ? Parce qu'il voit ce que serait le bien et il choisit le mal. Donc notre situation en tant qu'être humain en face de la loi morale, c'est aussi un penchant ontologique vers le mal. Chez Kant donc, encore une thèse très pessimiste, l'homme est mauvais par nature, car, je cite, la critique de la raison pratique, il est conscient de la loi morale et il a cependant admis dans ses maximes une occasionnelle déviance par rapport à elle. Il existe donc un mal radical inné dans la nature humaine. Occasionnelle déviance par rapport à la loi morale. Le mal est ici. Alors comment le mal est possible ? Comment le mal est-il possible sur Terre ? Kant donne deux explications. Le mal vient moins de la sensibilité et des penchants sensibles, donc des désirs sensibles, comme chez Platon. J'ai parlé de l'influence de saint Paul, mais Kant est encore plus fin, plus radical dans son explication. Le mal vient moins de la sensibilité, de mes désirs sensibles, que d'une liberté de choix. Pour Kant, l'homme n'est pas une bête, puisque précisément il est doué de raison. Le mal, donc, ce n'est pas se laisser aller vers ses penchants, ses désirs, mais pencher librement vers le mal. La seconde explication, comment le mal est-il possible ? Eh bien, cela ne peut pas venir non plus d'une corruption de la raison pratique elle-même, parce qu'elle est universelle. Corruption de la raison pratique elle-même, c'est-à-dire un détournement, une perversion de la loi morale universelle. L'homme n'est pas un diable, dit Kant, il n'est ni bête ni diable, il est simplement, naturellement, un être humain. La condition de possibilité de la moralité, et du mal, est donc la liberté de l'homme. Alors, comment Kant pense-t-il cette liberté ? Quelques mots. Oui, l'homme est libre. Pourquoi est-il libre ? Il l'est grâce à sa raison. Là, ce n'est pas donné. N'est-ce pas ? La liberté n'est pas donnée, contrairement à la loi morale qui est en nous, mais par sa raison, l'homme est libre dans le sens où il peut s'élever au-delà des phénomènes, au-delà donc des déterminations du monde sensible.
du monde dans lequel il évolue. Le déterminisme, le mécanisme des phénomènes qui s'enchaînent les uns par rapport aux autres. Mon corps est englué dans ce mécanisme et grâce à sa raison, il peut s'élever pour penser par-delà le phénomène. Kant nomme cela une pensée libre qui me donne une représentation. Pour opposer ça à phénomène, Kant nomme ça le noumen, du grec nous. Nous, la capacité de raisonner par l'esprit. Voici donc le noumen qui est un objet de ma pure raison, un objet de pensée. Et donc la liberté, elle est là chez Kant, cette capacité que je me dois d'affirmer, de m'extirper des phénomènes. Le sujet humain devient donc librement mauvais par le choix qu'il va effectuer grâce à sa raison. Kant est alors en mesure de définir ce qu'est la vertu. On pourrait même aller, puisque nous sommes en philosophie, jusqu'à la sagesse. La vertu, déjà une définition négative. Elle n'est pas, chez Kant, la sainteté dans la possession présumée d'une parfaite pureté des intentions de la volonté. La sainteté n'est pas ça, une possession d'une parfaite pureté des intentions de la volonté qui serait acquise une bonne fois pour toutes. Non, non. La vertu chez Kant est l'intention morale en lutte constante contre le mauvais. C'est-à-dire la vertu n'est jamais acquise définitivement. L'homme est toujours tiraillé entre son intention morale, il est en lutte constante contre le mauvais. L'homme vertueux, vous l'avez compris, c'est celui qui lutte en lui contre le mauvais pour se dominer. Dans ce cas-là, lorsque la lutte est réussie, mais même dans les moments de tension, de lutte, alors quant à cette formule assez étonnante, si je fais ça, si je suis en lutte contre mes penchants, alors je me rends digne du bonheur. De la même façon, le bonheur n'est pas une chose, un état permanent en moi, précisément parce que le dilemme entre ma raison qui me montre ce qu'est le bien et le choix du mal est constante. Cela peut m'arriver lors d'un nouvel événement à venir. Donc, oublions le bonheur, dit Kant. Par contre, il faut rechercher, par des actes vertueux, une certaine forme de dignité, se rendre digne du bonheur. Kant peut nommer cela également lorsque, pas par miracle, mais par raison, j'accomplis un devoir moralement pur, je peux alors là goûter, dit Kant, une estime raisonnable, rationnelle de moi-même. Pas de l'amour-propre, pas de l'égoïsme, une estime de moi-même, parce que j'ai effectué cette loi morale, j'ai répondu à l'impératif catégorique, je deviens un exemple pour les autres. Se rendre digne du bonheur, tout en sachant que le bonheur ne sera jamais un état permanent, telle est précisément la finalité qui devrait animer tout sujet humain. Voilà, je m'arrête ici pour la présentation du mal radical chez Kant. Prochaine vidéo, les retombées effectivement de ces analyses. À bientôt. Et toujours en musique, bien sûr.